Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire de SK Business Hub. Vous êtes donc plus de 500 à vous être inscrits et on vous remercie donc de votre présence ce matin. Donc ce matin, on va avoir le plaisir d'accueillir notre experte Clotilde Rabouillou, qui est notre coach professionnel, qui va avoir la lourde tâche de réveiller les leaders inspirants qui sommeillent dans chacun d'entre vous, ou dans chacun d'entre nous d'ailleurs. Et pour ce faire, vous aurez le plaisir d'avoir des questions quiz tout au long du webinaire pour un petit peu prendre la température et voir si vous êtes suffisamment réactif par rapport à tout ce que va nous apprendre Clotilde. En fin de webinaire, Amélie Rouillère vous présentera le programme certifiant de l'ESCA, dans lequel d'ailleurs intervient également Clotilde. Et bien sûr, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat où Johanna est discrètement mais efficacement à votre écoute. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Clotilde et je vous souhaite un très très bon webinaire à tous. Au revoir. Merci Paul pour cette chaleureuse introduction. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie vraiment d'être aujourd'hui avec vous pour animer ce webinaire sur eh bien, une thématique qui m'est vraiment chère, hein, la thématique du leadership. Donc, je suis donc Clotilde Rabillou, je suis coach professionnel, facilitatrice. Et j'allais dire mon dada, en tout cas, je suis experte en développement de la posture managériale et du leadership. Alors, le leadership, eh bien, c'est un vaste sujet, vous allez me dire, et je vous dirai, vous avez raison. Il suffit d'aller, par exemple, dans une grande librairie et d'aller au rayon leadership et management, et là, vous avez des rayons entiers de livres. C'est vous dire à quel point c'est un sujet qui est important et qui nous tient à cœur. Alors, on a pris le parti pris quand on a discuté ce webinaire. On a vraiment pris le parti pris de se focaliser sur le leadership inspirant. Ce fameux leadership, vous savez, qui nous met en mouvement. Ce leadership qui nous donne de l'énergie, qui nous engage, qui nous donne envie de nous bouger. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous donner quelques trucs et astuces, surtout peut-être des points de réflexion, de façon à ce que vous puissiez aussi prendre conscience de là où vous en êtes en termes de votre potentiel leadership. Où est-ce que vous avez envie d'aller en termes de leadership inspirant et conscient, et comment vous allez y aller. Vous voyez sur cette première diapositive les différentes thématiques qu'on va aborder. D'abord, je vais revenir sur la notion de leadership parce que souvent, c'est un mot qui est à la fois extrêmement fascinant, mais qu'on a du mal à définir. Donc, on va revenir sur la définition du leadership. Et puis, très vite, on va aller sur la partie du leadership. Moi, ce que je nomme conscient, c'est-à-dire j'ai conscience de l'impact que je vais avoir et qui devient donc inspirant, avec des trucs et astuces concernant la communication impactante pour développer mon leadership inspirant, l'exemplarité que l'on doit avoir en termes de leader inspirant, la question de l'empathie, qui est une question qui revient souvent en entreprise, et puis pour moi une question d'état d'esprit autour de l'innovation et la créativité qui va conduire également à l'inspiration. Alors, je me suis présentée, je vous ai présenté les thématiques que l'on allait aborder ensemble pendant cette heure. Par contre, je ne connais rien de vous. Je vois des choses, je vois des noms. Et du coup, Johanna, j'aimerais bien que tu puisses mettre la première question à disposition pour savoir un peu plus, quelles sont les personnes, quels sont les profils qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, Johanna, je t'invite à mettre la question à envoyer la question sur les profils.
Alors, j'essaye de voir, dites-nous en plus où vous en êtes. Voilà, donc en général, vous verrez, c'est la première question, donc on peut tarder à voir où est le sondage. On laisse 30 secondes à peu près hein, pour avoir un premier élément. Puis une fois que les 30 secondes sont passées, eh bien, nous aurons à disposition dans la rubrique sondage qui se trouve à droite de votre écran les résultats. Alors, le sondage est toujours en cours, donc n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes. Voilà. Alors, eh bien, qui vous êtes, c'est intéressant. Donc, on voit que on a une majorité de managers, hein, que ce soit des managers d'équipe directe, c'est-à-dire vous avez des collaborateurs, vous avez des N-1 de façon très directe. Nous avons aussi 21% de business unit, managers de business unit. Donc, ça peut être intéressant aussi après de réfléchir quel type de business unit et dans quel domaine. Nous avons 21% également de managers d'équipes transverses. Ça veut dire, par exemple, pour moi, dedans, j'intègre un manager qui va être responsable de projet, chef de projet, qui n'a pas des collaborateurs directs d'un point de vue hiérarchique, et pour autant qui doit exercer un pouvoir d'influence autour de ce projet. Nous avons des experts, des rôles d'experts à hauteur de 14%. Et c'est important de garder en tête que, en étant expert, vous avez aussi un leadership qui est extrêmement inspirant. Et on va voir comment vous pouvez le développer peut-être encore plus. Et puis, on a 29% d'autres personnes, d'autres profils. Donc, grosso modo, quand même, moi, je retiens, on a la plupart des managers, on a des experts et puis une autre partie de 29%. Donc, il serait aussi intéressant d'en savoir un petit peu plus. OK. Eh bien, donc, en ayant ça en tête, merci beaucoup d'avoir répondu. Je vous propose d'aller sur la thématique du leadership et puis d'avoir un premier point de réflexion qui est de se dire, mais finalement, pendant des années, alors je vous parle d'un temps peut-être que même moi, je n'ai pas connu, pendant des années, on n'a pas tellement connu, la notion de leadership, c'était pas quelque chose qui revenait beaucoup. On parlait plutôt de management, de hiérarchie très pyramidale. On vous demandait quelque chose à faire, on le faisait, on s'exécutait. C'était, entre guillemets, relativement simple puisque les informations venaient les unes après les autres et on enchaînait comme ça nos actions et nos réactions. Puis petit à petit, qu'est-ce que l'on a vu arriver? On a vu arriver eh bien, un monde, une société complexe, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'éléments à gérer en même temps, beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Regardez-vous, vous êtes peut-être en train de m'écouter, de regarder le webinaire. Vous êtes aussi peut-être en train de regarder quelques mails, pourquoi pas, d'avoir dans votre autre main votre téléphone portable pour regarder s'il n'y a pas des notifications qui arrivent. Donc, plutôt complexe par la masse d'informations qu'on a gérées. Très volatile, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera sans doute pas demain et ne l'est plus versus hier. Incertain. Hein, on a un niveau d'information, maintenant c'est toujours intéressant aussi d'aller challenger ce niveau d'information, et ambigu dans le sens où on ne comprend pas toujours grand-chose à ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis quelques années quand même, nous vivons dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, parce qu'il y a une constante depuis des années, nous vivons dans un changement permanent. Il n'y a pas une journée où on doit changer quelque chose. Que ce soit une façon de faire, que ce soit un état d'esprit, que ce soit un changement dans la façon dont je vais m'adresser à des personnes. Bref, le changement est partout. Et dans ce changement, pour mieux le vivre, eh bien, il est intéressant, il est important, il est rassurant d'avoir une personne qui est capable de nous donner un cap, de nous donner une vision, là où on veut aller, pourquoi on y va, comment on y va. Parce que sans ça, eh bien, on ne serait pas rassuré et on serait paralysé dans ces changements. Donc, la notion de leadership, elle a pris aussi tout son sens depuis qu'on vit ces changements permanents, depuis qu'on vit dans une société de plus en plus complexe. Il y a également une notion qui est intéressante quand on parle du leadership, c'est d'arriver à définir
finalement, quelle est la différence entre un manager et un leader? Alors, on a quelques questions pour vous. Et Johanna, je veux bien que tu envoies la question sur le leadership et le management. Notamment, voilà, selon vous, pour être un leader, est-ce qu'il est nécessaire d'être un manager? Alors, le sondage est ouvert. Je vous laisse répondre. Pour être un leader, à votre avis, est-ce qu'il est nécessaire d'être un manager? Là, je crois qu'on fait quasiment l'unanimité. Hein. Donc, on attend un petit peu que vous puissiez tous répondre à ce sondage. Voilà, on va laisser encore quelques instants. Et puis, je pense qu'on va pouvoir, fermer les votes, Johanna. Et ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez tous dit à 100% que pour être un leader, il est nécessaire d'être un manager. Alors, je vais vous présenter la diapositive suivante. Et moi, j'ai envie de vous poser une question et de vous renvoyer à vous quand vous étiez très jeune, quand vous étiez peut-être dans la cour d'école. Hein. Dans la cour d'école, il y a toujours des garçons, des petits garçons et des petites filles qui prennent le rôle de celui qui va décider du jeu auquel on va jouer et celui qui va, ou celui ou celle, qui va choisir les équipes. Hein. Eh bien, spontanément, cette petite fille ou ce petit garçon aura démontré certaines compétences de leader. Ça ne veut pas dire que ce qui est vrai quand on est petit va l'être quand on est plus grand, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que on peut être un très grand leader sans forcément être un manager. Hein. Là, on a vu qu'on avait 14% des répondants qui sont 14% des participants qui sont des experts. Ils ne sont pas managers, pourtant ce sont des vrais experts. Et imaginons, par exemple, si ces experts devaient travailler pour de l'innovation sur une recherche très précise, sur un domaine très précis, par exemple une nouvelle molécule en cancérologie, eh bien, leur pouvoir d'influence, mais d'influence positive sur « je présente mes données cliniques à des audiences », eh bien ça serait du leadership d'influence. Donc, pas besoin d'être un manager pour être un leader. Et j'avais envie aussi de vous dire, à l'inverse, alors on ne va pas poser la question, est-ce qu'un manager est toujours un grand leader? Réfléchissez. Hein. Essayez de vous souvenir, vous, vos managers avec lesquels vous avez travaillé, est-ce qu'ils vous ont motivé? Est-ce qu'ils ont réussi à vous engager? Est-ce qu'ils vous ont donné du sens? Est-ce que c'était des personnes toujours que vous avez considérées comme charismatiques, par exemple? Eh bien, pas toujours. Donc, on peut être un manager sans forcément être un leader. Honnêtement, c'est mieux d'être les deux quand même quand on a envie d'embarquer les équipes. Et puis, un leader n'est pas toujours un manager. Et ce qu'on voit sur cette diapositive, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que le leadership va vraiment être dans je construis une vision, je construis un cap et je réfléchis à la stratégie sur comment j'arrive à aller à ce cap, vers ce cap. Et puis, le manager va rejoindre le leader, j'ai envie de dire, en cours de route sur la partie stratégique et lui sera focalisé beaucoup plus sur la partie exécution. Management va gérer en général tout ce qui est compétences techniques. Je vais gérer des compétences, je vais gérer de la compétence de gestion de projet, de la compétence financière, de la compétence de ressources humaines. Le leadership, lui, eh bien, va être relatif à des compétences d'ordre comportemental, comment j'engage mes équipes, comment je fais passer un message, comment je suis capable d'être visionnaire. Et c'est pour ça que souvent dans les formations, on a toujours deux composantes. Une composante, on va travailler sur la compétence technique pour développer les aspects managériaux et on va travailler aussi en parallèle le développement de vos compétences d'ordre comportemental pour développer votre leadership. Alors, on va aller tout de suite à une autre diapositive qui vous donne quelques éléments complémentaires sur le leadership. Le leadership, si je devais résumer, c'est vraiment la capacité à influencer les autres. Réfléchissez
eh bien, un leader vraiment que vous trouvez inspirant? Qu'est-ce qui fait que ce leader vous inspire? Qu'est-ce qui fait que ce leader vous pousse peut-être dans vos réflexions, vous pousse à l'action? Ça, c'est vraiment la capacité à influencer les autres. Le leadership, c'est important de le garder en tête et on le verra tout à l'heure, il est de nature comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être acquis, modifié ou appris. Et on verra plus tard qu'un leader inspirant, c'est aussi un leader qui est capable de se remettre en question. C'est un leader qui va être capable de continuer son développement. Donc cette nature comportementale, pour peu qu'on ait conscience de notre potentiel de leader, où on en est, quel est notre potentiel aujourd'hui, qu'on ait conscience aussi de là où on veut aller en tant que leader, eh bien vous allez pouvoir travailler dessus et vous allez pouvoir le développer. Le leadership, enfin, fait appel à la perception. La perception, c'est la façon dont les autres perçoivent les mots et les actions utilisées lorsque vous essayez de les convaincre. La perception, c'est quand vous vous regardez dans une glace, là, alors j'ai pas choisi l'image du petit chat avec le tic parce que j'aime spécialement les chats, mais en tout cas j'aime bien l'idée que ça renvoie, c'est quand les gens vous voient, si vous êtes un leader, comment ils vous perçoivent. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que, et c'est une prise de conscience que vous allez avoir ou que vous avez peut-être déjà eu, que le leader est vraiment à prolongement de la personne que vous êtes. Et quand on en a conscience, quand on a conscience de ce prolongement, on devient un leader conscient. Et plus on a conscience de notre impact, plus on a conscience de qui on est, plus on a conscience aussi du besoin des autres, plus on va arriver à être inspirant. Donc, il vous revient, vous, aujourd'hui, de définir qui vous êtes en tant que leader. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous me dites, par exemple, moi, les valeurs qui me caractérisent en tant que leader, ça va être le respect, par exemple. Ça veut dire que auprès de vos équipes, ça veut dire qu'avec vos clients, ça veut dire qu'en interne, vous attacherez beaucoup d'importance, par exemple, à être à l'heure, lors d'une réunion, à être à l'heure, à répondre en temps et en heure à des deadlines sur certains projets. Et ça veut dire aussi, à l'inverse, que quand les gens ne le sont pas, c'est quelque chose qui va vous irriter. En tout cas, ce qui vous constitue à l'intérieur en tant que leader, va se voir à l'extérieur. Donc, il y a vraiment deux questions qui vous reviennent. C'est est-ce que vous vous comprenez assez bien pour arriver à diriger et à influencer les autres? Est-ce que je sais ce qui est important pour moi? Est-ce que je sais comment je réagis face à des émotions qui sont importantes? Est-ce que je sais aussi ce qui me motive, ce qui me bloque? Ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, vous voyez dans le deuxième bullet point, dans l'encadré, est-ce que finalement, on comprend suffisamment bien les autres pour pouvoir les influencer en créant une certaine valeur ajoutée? Et c'est là qu'on trouve le leadership inspirant. Si dans ma tête, je vous donne un exemple, si dans ma tête, je suis sûre, absolument sûre, que c'est ce changement qu'il faut implémenter et que j'en parle aux équipes et que pour autant, j'en parle à ma façon, peut-être dans un style très directif où je ne vais pas donner beaucoup de sens, je ne vais pas donner d'éléments qui sont rassurants. Je vais peut-être embarquer des personnes qui fonctionnent comme moi, mais les personnes qui sont à l'opposé de moi, je ne vais pas les embarquer. Donc, ça va être important, à un moment donné, de vous poser la question, comment fonctionnent les autres et de quoi ils ont besoin? On vient de clore cette introduction sur la notion de leadership et sur la définition. Leadership, on est de nature comportementale, on peut le travailler, on va le développer.
La prise de conscience, c'est bien le leader que vous êtes, c'est un prolongement de la personne que vous êtes. Hein. On prend conscience de notre potentiel de leadership et on va devenir d'autant plus inspirant qu'on va s'intéresser aussi aux autres afin de les comprendre et de encore mieux répondre à leurs besoins. Alors, je vais regarder dans le chat si nous avons quelques questions. Eh bien, je vais pouvoir continuer. Je répondrai au fur et à mesure aux questions, notamment après chaque grande thématique. Alors, sur cette base de leadership, sur ces premières définitions, je vous ai beaucoup parlé de leadership et d'influence. Hein. Le leadership, c'est une capacité à influencer les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une compétence que vous allez beaucoup mobiliser dans la partie influence, c'est la compétence communication. D'où la diapositive suivante qui est, et ça c'est une des premières clés pour devenir un leader inspirant, hein, c'est d'avoir une communication impactante. Et avec la diapositive que je vous présente maintenant, quelques rappels sur la communication impactante. L'idée avec la communication impactante, c'est non pas de se faire plaisir hein, pour parler uniquement à soi et se faire plaisir en disant « Oh, donc, Clotilde, tu as fait un super webinaire, c'était chouette ». Ça n'a pas d'intérêt si vous n'y avez pas trouvé quelque chose. Donc, la communication impactante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être intéressant de reconnaître et de prendre soin du capital humain. Aujourd'hui, mon capital humain, eh bien, c'est les 104 personnes, ça va être les 400 personnes qui vont être connectées à ce webinaire. Ça va être de donner du sens à ce que je dis à vous, qui est connecté à ce webinaire. Ça va être aussi ma capacité à anticiper peut-être vos besoins et vos motivations. Hein. Imaginons, on est un changement, on travaille tous ensemble, on est une grosse équipe là au niveau du webinaire, ça serait vraiment une grosse équipe, ce serait presque une immense BU. On a un changement à mettre en place. Eh bien, certaines personnes accepteront le changement parce qu'elles sont motivées, elles ont des besoins spécifiques, et d'autres accepteront le changement plus facilement si on arrive à répondre à des besoins qui seront certainement différents d'autres besoins. Donc, ça va être important d'anticiper les besoins de chacun, les motivations de chacun, de parler un langage compréhensible par tous. Alors ça paraît basique, mais je peux vous garantir que c'est pas aussi facile que ça. Souvenez-vous de votre dernière consultation, par exemple, chez un médecin spécialiste. Je sais pas vous, mais moi, de temps en temps, je ressors de la consultation, je me dis, j'ai rien compris. Alors, ok, j'ai des examens complémentaires à faire, mais pour autant, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas eu d'explication sur le rationnel. J'ai pas eu d'explication qui pourrait éventuellement me rassurer ou pas me rassurer. Bref, il y a un moment donné, ça va être intéressant aussi de se dire, si je veux influencer, il est intéressant que tout le monde puisse me comprendre. Donc, soyons simples, évitons les détails, allons droit au but. Hein. Et l'idée dans tout ça, quand on veut avoir une communication impactante, eh bien, il faut provoquer une émotion. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez accepté de changer quelque chose, la dernière fois que vous avez écouté un ou une leader inspirant, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en vous. Il y a eu une émotion de provoquer. D'accord ? Donc, quand on communique, l'idée, eh bien, c'est d'arriver à transcrire son message en un message qui, à la base, est très factuel, en un message qui devient presque émotionnel. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, vous allez me dire peut-être, et je vais regarder dans le chat si j'ai des questions à ce sujet, Clotilde, c'est bien gentil, mais quand même, ça veut dire qu'il faut s'adapter en permanence. Il faut s'adapter aux besoins des uns et des autres, il faut s'adapter à nos propres besoins pour être inspirant, il faut s'adapter au langage des uns et des autres, il faut s'adapter… Eh ben oui. Quand on est un leader et quand on a envie de devenir un leader inspirant,
eh bien, c'est pas toujours facile et c'est intéressant de faire preuve de flexibilité. Je vais vous donner un exemple. Et puis on va avoir, avec l'exemple, un quiz associé à ça. L'exemple que je vais vous partager, c'est les différentes générations en entreprise. Les différentes générations en entreprise, vous savez, aujourd'hui, vous êtes, pour certains, entourés de diverses générations, des plus jeunes, des moins jeunes, et puis des fois, ça cohabite bien, tout ce petit monde cohabite bien ensemble, et puis parfois, c'est plus compliqué. Alors, Johanna, j'aimerais bien que tu lances le sondage sur, justement, collaborer et travailler avec différentes générations, qu'est-ce que ça vous provoque? Vous, participants à ce webinaire, dites-nous tout. Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Ah, vous adorez ça parce que ça vient challenger aussi vos croyances, votre façon de faire. Est-ce que ça vous questionne? C'est-à-dire, des fois, vous avez l'impression d'être un peu dépourvu, c'est compliqué pour vous. Est-ce que ça vous fatigue? Certaines personnes parfois me disent « Oh là, c'est fatigant parce que je suis obligée de déployer tant d'énergie pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir les comprendre parce que j'ai l'impression que je ne les comprends pas. » Ou est-ce que finalement, vous ne savez pas bien parce que c'est quelque chose qui est plus compliqué pour vous à gérer? Alors, on voit que, eh bien, on a pas mal de répondants. Donc, pour l'instant, on a plutôt de l'énergie, de la motivation, des questionnements, de la fatigue. On va attendre encore un petit peu pour que vous ayez l'occasion aussi de de pouvoir partager vos émotions quand vous travaillez avec les différentes générations. Voilà. Et puis, Johanna, je pense qu'on va pouvoir couper le sondage et comme ça, vous allez voir aussi. Merci beaucoup. Alors, collaborer et travailler avec différentes générations, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Vous avez été majoritaire à dire ça provoque de l'énergie et de la motivation. Ah, j'adore voir ça. Top, 68%. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va être positif. Pour certains, 26%, vous voyez, vous avez des questions. Vous vous posez des questions. Et pour 5%, ça provoque de la fatigue. Alors, en toute honnêteté, quand j'interviens en entreprise sur notamment du coaching d'équipe, sur la cohésion d'équipe, la partie intergénérationnelle, souvent provoque beaucoup de fatigue. Donc, je suis très heureuse de voir aujourd'hui que énergie et motivation, c'est à hauteur de 68%. Et pourquoi c'était intéressant d'avoir votre retour justement sur la partie générationnelle et sur la partie adaptation? Parce que être un leader inspirant, ça veut dire que on va peut-être pas agir de la même façon avec une génération très nouvelle et une génération plus ancienne. Et là, on va toucher du doigt la question de motivation et d'engagement versus les différentes générations. Alors, on n'est pas là pour faire un webinaire sur l'intergénérationnel, mais juste quelques clés de décodage. Vous avez sur cette diapositive sans doute une représentation des différentes générations que vous connaissez parce que c'est quelque chose c'est une image, une interprétation qui est très fréquente. Ce qu'il faut retenir avant de parler des différentes générations, c'est que aujourd'hui, en entreprise, on a encore des baby-boomers qui sont nés entre 45 et 60. On a la génération X qui représente, alors je dis 36%, les chiffres sont tout en bas, mais c'est une étude qui date il y a quand même quelques années, donc je pense qu'on est plus tout à fait sur les 36%. Donc la génération X est née entre 61 et 80. La génération Y née entre 81 et 95, à hauteur de 29%, pardon. Et puis, on a notre plus jeune génération, la génération Z, qui est, alors là, vous voyez, c'était 0%. Et je dis, ça a quelques années, ces chiffres, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes de la génération Z déjà dans notre entreprise, soit parce qu'elles ont fait des études plus courtes, soit parce qu'elles sont alternantes, ces personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça veut dire que on a à minima 2 générations qui travaillent ensemble au sein d'une même équipe. Parfois, on a les 4. C'est important de se souvenir aussi du contexte social, politique, économique
de chacune des générations parce que c'est ce qui fait aussi que ces personnes agissent ainsi. Si vous allez vers les... Allez, on va aller sur la génération X, on va pas tellement parler des boomers parce que on en a moins. La génération X, qui est un peu une génération fantôme, on appelait la génération anonyme, hein, X pour l'anonyme. C'est une génération qui a été un peu prise en étau entre leurs parents, les boomers, qui avaient des très fortes personnalités, qui leur laissaient assez peu de temps de partage, de discussion. Et puis leurs propres enfants, la génération Y, qu'ils ont beaucoup mis au centre de leur éducation. Donc cette génération silencieuse, elle a débuté avec le numérique, hein, faut pas oublier. Et puis elle était dans un contexte économique et social qui n'était pas facile, avec pas mal de chômage, avec le SIDA en particulier. Et ça a été les premiers à se dire, ce qui va être intéressant pour moi, c'est peut-être de quitter l'entreprise et d'aller m'épanouir sur le même métier, mais dans une entreprise différente. La génération Z, je prends un peu des extrêmes. La génération Z, elle est née avec le numérique. Hein. Elle a été aussi éduquée de par les parents, de par les écoles, de par les contextes politiques et sociaux. Elle a été éduquée en les mettant vraiment au centre des choses. La génération Z, quand elle fait quelque chose, d'abord, elle a envie qu'il y ait de l'impact, que ça fasse sens pour elle. Et deux, eh bien, la génération Z, elle va être capable d'être très tranchée sur ça c'est OK, ça c'est pas OK, tu me prends comme ça ou tu me prends pas comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement intéressant à avoir en tête. Et puis, ça veut dire aussi que dans leurs besoins, et j'ai une autre diapositive qui illustre ça, dans les besoins, eh bien, les besoins de chacune des générations va être très différente. La génération Z qui a été mise au centre de l'éducation, au centre des écoles, qui vivent aujourd'hui un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique. La génération Z, la grande particularité, alors c'est un peu vrai aussi pour la génération Y, elle a besoin qu'on leur donne du feedback en permanence. Pourquoi ? Raison très simple, par exemple, je vais sur Instagram, je vais sur TikTok, je poste soit une photo, soit une vidéo. J'ai envie qu'on me dise que ça soit bien. J'attends le nombre de likes. Je fais quelque chose, j'attends un retour. Eh bien, en tant que leader inspirant, ça va être aussi important pour vous de garder en tête que ces différentes générations ont différentes sources de motivation. En entreprise, on me dit souvent, oui, les plus anciens, ils sont pas ouverts au changement, en pensant la génération X. Je sais pas comment faire pour les motiver. Et j'ai envie de leur dire, c'est normal. Les plus anciens, la génération X, ils sont au travail depuis très longtemps, enfin très longtemps par rapport à la plus jeune génération. Ils ont vécu déjà X changements, ils sont juste un peu fatigués. Et ce dont ils ont besoin, c'est pas tellement un feedback régulier tous les jours comme pourrait avoir besoin de la génération Z. Ce dont ils ont vraiment besoin, ça va être de se sentir encore utile dans l'entreprise, dans l'équipe, là où ils travaillent. Montrez-moi que je suis encore utile à quelque chose. Ça veut dire que je suis un leader, j'ai des plus jeunes, je leur donne du feedback régulier parce qu'ils ont l'habitude de ça. J'ai face à moi une personne qui est plus ancienne, qui est plus senior, qui a beaucoup de choses à transmettre. Il va être important de construire mon message afin qu'elle comprenne toute la place qu'elle a et toute l'utilité qu'elle a en entreprise. Alors, j'avais dans le chat une question sur, oui, on peut s'inspirer du disque dans cette notion de je m'adapte. Oui, alors le disque, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent moins, c'est un outil qui permet de détecter nos styles comportementaux. Et en fonction des styles des uns et des autres, eh bien, on peut s'adapter plus facilement. Oui, alors je vois aussi, Ariti Tana, qu'il y a la génération alpha qui arrive. Et cette génération alpha, alors on ne savait pas bien comment l'appeler après Z, parce qu'il n'y a plus de lettres. Donc on est parti sur la génération alpha et on est plus dans l'observation.
la génération, voilà, on avait du coup une question sur c'est quoi la génération alpha. C'est justement la génération qui arrive après la génération Z. Il n'y a pas une question de genre ou pas, c'est vraiment la génération suivante. Voilà, donc premier truc à garder en tête pour réveiller le leader inspirant qui est en vous, ça va être je m'adapte de façon à avoir une communication impactante qui me parle à moi, évidemment, parce que sinon c'est plus difficile de relayer un message qui ne nous parle pas, et surtout qui soit compréhensible à tous, de façon à créer de l'engagement, de l'émotion et susciter, pourquoi pas, un changement. Un autre élément qui est extrêmement intéressant dans le leadership inspirant, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, alors, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est très nouveau. Souvenez-vous, l'exemplarité, c'est qu'est-ce que vous montrez aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Je vous rappelle cette diapositive, c'est pas une diapositive redondante. Je vous ai dit quand je présentais la partie leadership, définition du leadership, qu'il y avait une prise de conscience à avoir sur pour devenir un leader inspirant, c'est important de prendre conscience de la personne que l'on est, parce que votre leadership, est vraiment la personne, le prolongement de la personne que vous êtes. Ça veut dire que les personnes vont vous regarder. Elles vont vous observer et c'est fatigant. On peut se le dire, c'est fatigant. Ça veut dire que tous les jours, on va se dire, tiens, il ou elle arrive à l'heure. Il ou elle a montré peut-être beaucoup d'agacement. Les gens vont interpréter. Par contre, le côté très positif, c'est que ce que vous leur renvoyez comme message, les comportements que vous adoptez, tout ça, ces éléments-là, ça va vous aider à devenir un leader inspirant. Les personnes diront peut-être de vous, tiens, c'est vraiment quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. C'est vraiment quelqu'un qui tient parole. C'est vraiment quelqu'un qui est transparent dans sa communication, qui dit les choses, qui dit si c'est facile ou si c'est pas facile. Donc, extrêmement intéressant, cette notion d'exemplarité. Et je sais que, on en discutait tout à l'heure avec Paul, avec Johanna et avec Amélie, les personnes avec qui on travaille sur ce projet. On se dit, là, on est bientôt au 1er décembre et on sait que le run, la période entre le 1er décembre et les congés de Noël, c'est une période qui est fatigante. On est fatigué de l'année. Vous avez tous énormément travaillé. Il y a beaucoup de pression. C'est la dernière ligne droite. Et quand c'est comme ça, quand on est fatigué, on baisse un peu la garde en tant que leader. Et c'est là où, en termes d'exemplarité, on peut avoir quelques accidents. Donc, cette notion d'exemplarité, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, je vois dans un commentaire, merci Pierre. Pierre nous dit l'exemplarité ou le walk the talk. C'est exactement ça. Et ça, c'est plutôt une attitude ou un état d'esprit à avoir. Donc, l'exemplarité fait partie des clés aussi pour devenir un leader inspirant. Alors, arrive un sujet... c'est presque un sujet qui est un de mes sujets préférés quand on parle de leadership inspirant, c'est l'empathie. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les dernières enquêtes, quand on demande aux collaborateurs, c'est Gallup, l'Institut Gallup qui fait ça, aux collaborateurs, c'est quoi les compétences d'un leader? Il y a 2 compétences qui ressortent. Un, c'est le courage d'être transparent, le courage de dire les choses, le courage d'assumer. Et 2, c'est l'empathie. Alors, du coup, j'ai une question pour vous parce que je suis vraiment intéressée par rapport à ça. Et Johanna, est-ce que tu peux lancer la question sur les niveaux d'empathie, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, je regarde. Alors, on a plutôt, pour l'instant, une tendance à être très empathique, normalement empathique. Alors, évidemment, les puristes ou les personnes très attachées aux chiffres me diraient, avec Clotilde, qu'est-ce que tu entends par très élevé? Qu'est-ce que tu entends par normal?
Alors, là, j'ai pas de chiffres à vous donner, donc essayez d'évaluer par rapport à ce que vous voyez autour de vous. OK, donc on a un certain nombre de répondants. Allez, on laisse encore quelques secondes. Voilà, donc les chiffres bougent un petit peu. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le sondage. Merci beaucoup, Johanna. Le sondage, donc, comment est-ce que vous qualifiez votre niveau d'empathie? Eh bien, à 52%, vous le qualifiez de très élevé et à 48%, vous le qualifiez de normal. Alors, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo parce que l'empathie, c'est d'abord une grande qualité, une grande compétence du leader. Et moi, ce que je peux voir en entreprise, c'est que l'empathie, c'est pas si facile que ça. Alors, j'aime bien toujours parler de la différence entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, ça veut dire que je vais avoir la faculté intuitive de me mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. Si quelqu'un vous exprime je suis désolée, j'ai pas pu boucler le dossier à temps parce que j'ai eu un gros souci hier soir avec mes parents, par exemple. On a des parents à gérer, des parents âgés à gérer. Eh bien, une personne empathique se dira effectivement, ça n'a pas été facile et pourra même lui dire. Alors, il va lui dire je suis vraiment désolée, j'espère que tout va bien. La sympathie, on n'est plus dans la perception de ce que la personne reçoit, on est dans le ressenti. Une personne vous dit qu'elle va pas bien, elle sort de votre bureau, vous vous sentez pas bien. Parfois même, moi j'ai certains managers ou directeurs qui nous disent j'aurais presque envie de pleurer avec mes collaborateurs quand ils me rappellent la prochaine réunion. Je suis en pleine écoute. Et donc, c'est pas si facile que ça et de développer son empathie quand on n'en a pas ou quand on en a peu. Et quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, s'adapter, on peut s'adapter aussi en fonction de nos énergies de couleur disque. Il y a certaines énergies de couleur, certains styles comportementaux qui sont par nature empathiques et d'autres qui sont par nature moins empathiques. Vous voulez développer votre empathie quand vous n'en avez pas beaucoup, alors ce n'est pas le cas ici, quand vous n'en avez pas beaucoup, la première chose à faire, c'est de prendre du temps pour écouter les gens et les écouter vraiment. L'empathie, elle est souvent associée, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va résonner pour vous, mais à la confiance. Quand on est capable d'écouter les gens, quand on est capable de prendre en considération ce qu'ils ressentent, les gens vont vous faire, les personnes, vos collaborateurs, vos pairs, vos clients auront tendance à vous faire confiance. Imaginez, vous êtes en discussion avec des clients qui vous parlent d'un nouveau projet, vous explorez les besoins du client, vous revenez ensuite avec une proposition qui correspond aux besoins du client et pas à ce que l'entreprise aimerait absolument vendre. Vous avez été dans l'empathie, vous les avez écoutés, vous avez compris aussi leurs problématiques, vous arrivez avec des besoins pertinents. Le client va vous faire confiance. Le client va se sentir écouté et donc, bien évidemment, on aura envie de travailler ensemble. Donc, l'empathie et la confiance, c'est souvent assez proche l'un de l'autre. Et puis, vous savez probablement tous que cette confiance, il y a une citation sur cette diapositive que j'aime beaucoup qui dit « La confiance se gagne en gouttes d'eau et se perd en litres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est difficile à instaurer, cette confiance. Et par contre, tellement facile à la perdre. Là, on revient encore avec notre notion d'exemplarité. Si je fais des choses contraires à ce que j'ai dit, on perd la confiance. Si je n'écoute pas les personnes, j'aurai une confiance qui va être limitée parce que je ne vais pas non plus savoir de quoi elles ont besoin, ces personnes, comment elles vont être motivées. Donc, c'est intéressant pour vous quand vous allez réfléchir à votre potentiel de leadership, où est-ce que vous avez envie de l'emmener, ce potentiel, comment vous avez envie de le développer, de se poser la question, comment je développe la confiance, comment je l'installe dans mon équipe, que ce soit une équipe projet, que ce soit une équipe directe, que ce soit pour les 14% d'experts qui étaient là au départ,
que ce soit pour les experts, hein, comment faire en sorte que quand je vais parler des nouvelles données, par exemple, les gens puissent me croire, puissent me prendre comme référent. Ça, c'est la première chose au sujet de la confiance. Je l'installe et ensuite, je l'entretiens. Entretenir la confiance, parfois, on a l'impression que parce qu'on est arrivé à un niveau qui est satisfaisant, il suffit de ne plus rien faire. Et en fait, non. Moi, j'ai toujours tendance, alors vous allez me dire, c'est un peu une drôle de comparaison à dire, la flamme de la confiance, c'est un peu comme la flamme de l'amour. Au bout d'un moment, si on ne l'entretient pas, si on ne fait pas des gestes, si on ne montre pas des choses, la flamme va un petit peu redescendre. Donc, cette confiance et l'empathie est un super outil pour la développer. Eh bien, cette confiance, elle se développe et elle s'entretient. Alors, j'avais une question dans le chat de Christelle qui nous dit quelle est la différence avec la bienveillance, j'imagine, entre empathie et bienveillance. Alors, la bienveillance va être plus large dans le sens où on va être, c'est presque une attitude. Je vais être bienveillant quand je vais organiser mes réunions d'équipe. Je vais, par exemple, pas les mettre à 8 heures du matin le lundi matin ou à 17 heures le vendredi soir. Je vais être bienveillant avec mes équipes pour leur créer des conditions de travail qui soient adéquates aussi et qui soient motivantes, engageantes. Voilà. L'empathie, elle s'adresse, donc la bienveillance, c'est un domaine qui est beaucoup plus large. L'empathie, elle s'adresse vraiment à des personnes. Il y a un dernier point que je voulais vraiment partager avec vous sur une des dernières clés sur la partie développer son leadership inspirant, c'est la notion de l'innovation et de la créativité. L'innovation et la créativité, pour moi, ça fait partie de son état d'esprit de leader. Et je m'explique pour ça. On a le choix quand on est un leader et même quand on est un collaborateur lambda, j'allais dire, qui n'est pas forcément soit un manager ou qui n'a pas un poste de leadership très élevé. En tout cas, chacun a le choix d'avoir un état d'esprit fixe ou un état d'esprit en croissance. L'état d'esprit fixe, ça veut dire que je suis l'expert de chaque jour. Ça veut dire que j'aurai tendance à me concentrer sur le quoi. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire aussi que j'aurai tendance à être un peu réfractaire au changement ou réfractaire aux idées des autres parce que finalement, si ça a bien marché comme ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement après. L'état d'esprit en croissance, ça veut dire qu'on a envie de capitaliser sur ce qu'on a appris. On a envie d'apprendre encore chaque jour. On a envie de continuer à améliorer ses compétences. Vraiment, on va être sur le comment. OK, j'ai ce projet-là à gérer. On l'a déjà résolu de telle façon. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire différemment parce que le contexte a un peu changé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est là où vous allez être capable, en tant que leader et leader inspirant, de pouvoir apporter de la nouveauté, de la créativité quand c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de partir sur des choses complètement nouvelles et complètement folles à chaque nouveau sujet, mais c'est avoir la capacité à se remettre en question. D'accord? Donc, j'avais encore une question à vous poser, Johanna, sur la partie état d'esprit. Voilà, vous vous sentez plutôt comment en termes d'état d'esprit? Vous vous sentez plutôt état d'esprit fixe ou état d'esprit en croissance? De croissance. Bon, alors là, vous allez me dire, beaucoup vont être en état d'esprit en croissance. Et oui. Et je vous félicite d'ailleurs de l'être, parce que c'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez arriver à capter les différentes motivations des uns et des autres, à vous challenger parfois, notamment on parlait des différentes générations. OK, on partage pas du tout la même façon de voir, mais j'essaye de comprendre, je leur apporte mon point de vue et on arrive et du coup on arrive à trouver des solutions. Donc merci d'avoir répondu. Donc on a 93% des participants qui sont qui se considèrent en état d'esprit en croissance, et puis 7% qui savent pas bien. Peut-être que certains me diront en fait ça dépend des sujets, et c'est pas faux. Mais en tout cas, gardez en tête que votre état d'esprit est une composante importante
pour être un leader inspirant. Et dans cette notion d'état d'esprit ouvert, état d'esprit en croissance, je vais continuer à développer mes compétences. On a une dernière question pour vous et Johanna, merci de la lancer, cette dernière question. Voilà, on serait intéressé pour savoir à quand remonte votre dernière formation de management. On va l'ouvrir, management et leadership. Je sais que moi, c'est pas rare quand j'interviens en entreprise qu'ils me disent, en fait, on n'en a jamais vraiment eu. Moi, j'ai pris le poste et puis comme ça, je le fais un peu comme je le sens, que je fais au mieux. Et c'est assez amusant parce que rien que sur la technique du feedback, par exemple, on donne pas du tout un feedback de la même façon aujourd'hui qu'on pouvait le donner il y a ne serait-ce que 5 ans ou 6 ans. Donc, tout ça a beaucoup évolué, d'où la nécessité d'avoir cet état d'esprit de croissance et de continuer à se développer. Donc, on va fermer peut-être les votes, Johanna, si tu veux bien. Merci. Donc, vous êtes 38% à avoir été formés sur le management il y a moins de 2 ans, 23% entre 2 et 5 ans, et puis 15% entre 5 et 10 ans. Et j'ai envie de dire, les 23% qui ne savent plus, c'est probablement que ça remonte quand même à très très loin, ou alors que la formation n'a peut-être pas été pertinente. Voilà. Alors, je vais regarder dans le chat si y a une question qui est urgente. Je vois qu'il n'y a pas de question urgente. Alors, du coup, je vais inviter Amélie, en parlant de formation, à prendre la parole. Et je reviendrai pour conclure ensuite. Hop, je partage mon écran. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Amélie. Je travaille au sein de l'Executive Education sur la formation courte et le déploiement des formations courtes. Et pour faire sens à ce que Clotilde vous a partagé, nous avons construit un parcours management opérationnel d'une activité ou d'un centre de profit qui vous permet d'endosser le costume de chef d'entreprise au sein d'une activité. Et un leader inspirant dans son activité prend sens au travers des différents objectifs que vous avez à relever, de vos équipes que vous devez manager. Et un leader, c'est celui qui est à la tête de cette organisation. En 9 jours, ce parcours vous permet d'acquérir un certain nombre de compétences. Ces compétences, on vous propose de les acquérir au sein de ce parcours que l'on propose sur Angers, Paris ou Lyon. Il valide un bloc de compétences qui permet de rendre ce parcours éligible au CPF et il s'organise en 3 grands temps forts. Le premier qui est important quand on est à la tête d'une organisation, c'est de définir sa stratégie et son business model, d'être en mesure d'avoir ses grandes orientations, de définir grâce à ça ses plans d'action. Et pour ce faire, lors de cette première thématique de formation, vous allez réaliser le canvas de votre activité. Et ça, c'est important en termes d'outils de pouvoir se projeter, savoir vous-même dans votre posture de leader vers quoi vous allez orienter votre activité, quelles sont les grandes étapes ensuite que vous allez échelonner pour atteindre vos objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, on ne le fait jamais seul. Il y a une grande citation qui dit « Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin ». Et donc, c'est le sens de ce deuxième grand thème de grande thématique autour du leader, du manager que vous allez aborder dans ce parcours où vous allez développer votre leadership et créer une dynamique collective. Alors, c'est très intéressant vos remarques dans les questions. Donc, Clotilde a fait part sur le disque puisque au travers de ce parcours, vous allez passer le disque de façon à avoir cet outil très important dans votre boîte à outils qui va vous permettre d'avoir cette véritable boussole comportementale pour mieux vous connaître. Parce que quand on se connaît, on est en mesure derrière de pouvoir mettre à profit ses performances et puis également identifier le fonctionnement de vos collaborateurs pour aller chercher le meilleur de chacun et créer cette dynamique collective, ce management transverse au sein de votre organisation. Donc, tout ce deuxième temps fort fait sens et
à ces notions de leader et de manager au sein d'une organisation, d'une business unit. Et tout ce qui rythme bien, une organisation, une activité, une entreprise, ce sont les projets. Et c'est la grande thématique de ce 3e temps fort de ce parcours, bien, c'est comment je vais gérer mes projets, piloter mon organisation, tout en manageant les risques qui sont autour de ces grands projets. Vous allez, grâce aux outils de ce parcours, adapter vos rétro-plannings, les réajuster, allouer les ressources humaines au bon moment pour la réalisation de vos projets et son bon fonctionnement. Et puis, dans une organisation, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est la gestion des budgets. C'est un point important qui permet bien, d'allouer les ressources financières au bon moment. Et c'est une des thématiques que vous explorez dans ce parcours, c'est maîtriser les fondamentaux de gestion, bien gérer ses ressources financières avec des tableaux de bord. Donc, en 9 jours, vous repartez avec une véritable boîte à outils du manager pour bien gérer son organisation. Et l'ESCA vous propose une véritable expérimentation. Clotilde le disait au travers de sa présentation, quand on expérimente, quand on est à la manœuvre dans une formation, bien, on crée de l'émotion. Et l'émotion, ça génère des réflexes. Et c'est vraiment ce sur quoi on va travailler lors de ce parcours, c'est de pouvoir avoir une formation qui soit opérationnelle au service de votre formation, de votre entreprise, et tout en expérimentant, en étant acteur de votre formation, bien, vous allez vivre une formation qui aura un ancrage pédagogique fort et qui va prendre du sens et qui sera rapidement et facilement mis à mettre en exergue au sein de votre activité. Et pour conclure, Clotilde va reprendre cette slide qui conclut ce webinaire. Merci beaucoup Amélie. Alors, je vais essayer de passer la dia. Et pendant que la diapositive se charge, je vais répondre je regardais les questions dans le chat et Christelle disait, est-ce que c'est possible d'être expert et d'avoir un état d'esprit en croissance? N'est-ce pas contradictoire? Alors, Christelle, oui, c'est tout à fait possible. Parce que vous pouvez être, Christelle, vraiment l'experte sur un sujet. Et pour autant, quand on est expert, c'est aussi, bien sûr, connaître en détail son sujet, mais s'intéresser aux autres sujets, s'intéresser à comment font les autres, peut-être, se challenger sur une façon de faire pour essayer toujours d'être encore plus experte. Donc, on peut tout à fait avoir un état d'esprit en croissance et être experte. Alors, en conclusion de ce webinaire, ça va être, pour devenir et pour réveiller peut-être ce leader inspirant qui est en vous ou pour le révéler encore plus aujourd'hui et demain. Je pense que c'est important de garder en tête que pour être un leader inspirant, finalement, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, de nos prises de conscience. Ça dépend de qui nous sommes en tant que leader. Les valeurs, quelles sont les valeurs que j'incarne? Qu'est-ce que je véhicule? C'est quoi mon exemplarité? Comment je me comporte? Cette notion de leader inspirant, va aussi être très dépendant de l'intérêt que je porte aux autres. Est-ce que je m'intéresse aux autres ou est-ce que finalement je pourrais être un leader? Et ça, je ne sais même pas si c'est un leader qui pourrait presque vivre tout seul au fond de sa grotte. Donc, je ne pense pas que ça soit un leader. Et comment je communique avec les autres pour comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre mon message, pour que je puisse mettre aussi du sens derrière chacun de mes messages. Et enfin, quel état d'esprit je montre? Est-ce que je suis flexible? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que j'ai encore envie d'apprendre? Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire portant sur la thématique du leadership inspirant. Je regarde s'il n'y a pas d'autres.
Voilà, pas d'autres questions urgentes ou brûlantes. Et puis, il nous reste à vous remercier et de bonnes prises de conscience d'ici Noël pour réfléchir à quel leader inspirant vous êtes aujourd'hui et à quel leader inspirant vous souhaitez aspirer justement peut-être en 2024. Très bonne journée et à bientôt. Merci. Excellente journée. À bientôt.